on est parti directement pour le dernier point actu hardware de la semaine, pardon. Aujourd'hui, petit programme, ça arrive. On va commencer avec des news sur la PS5, mais pas du tout ce que vous attendez, pas du tout des stocks ou des prix à la baisse, rien de tout ça. On va parler vite fait, juste vite fait parce que ça vient d'être annoncé, des prochaines manettes pour la réalité virtuelle sur la PS5. Alors on n'en sait rien du tout au niveau du casque, vraiment, rien du tout. On imagine des trucs, mais on n'en sait rien. Par contre là, on a des infos sur les manettes. C'est nouveau. En vrai, on peut dire ça, c'est nouveau. On a même des visuels. Et c'est info sûre, hein, c'est Sony qui communique directement. C'est intriguant. Intéressant. Il va falloir un jour réussir à pousser cette réalité virtuelle dans tous les foyers. C'est encore clairement pas le cas. On parlera ensuite de Netflix, mais de Netflix et l'écologie. Voilà, un petit chiffre est sorti sur l'équivalent en CO2 d'une heure de matage de séries ou de films de streaming sur Netflix. Ça représente en même temps beaucoup et en même temps peu, ça dépend forcément de ce que vous faites à la place, forcément. Mais c'est pas terrible, on va pas se mentir. C'est pas encore des infos officielles, c'est un peu des infos préalables, mais ça reste fait avec un outil qui est plutôt performant et qui devrait donner un chiffre assez proche de la réalité. Ça reste des trucs compliqués à calculer, forcément, vous imaginez bien. On parle pas juste d'un appareil qui tourne, il y a beaucoup de maillons dans la chaîne et du coup c'est forcément compliqué, mais c'est plutôt intéressant et bien sûr ils vont devoir travailler là-dessus comme un peu tous les géants du numérique. Il faut, hein, au moins pour l'image, même si ça les intéresse pas de base, au moins pour l'image, il faut absolument travailler sur l'écologie. Et au final c'est plutôt un bon truc. On parlera ensuite très vite d'un autre service de SVOD, un truc un peu chelou de Sony qui va être présent sur uniquement des télé Sony, uniquement une certaine gamme, plutôt haut de gamme voire très haut de gamme. C'est un peu la plateforme de streaming pour les riches, avec des promesses énormes. On va mettre le doigt sur 2-3 trucs qui passent pas. Mais la promesse est énorme. On parlera ensuite de Twitter qui va tester la possibilité de regarder des vidéos YouTube directement depuis leur application, parce que ce sera uniquement présent sur iOS dans un premier temps. Ça peut être un bon plan, hein, parce que le lecteur de vidéos de Twitter est quand même assez dépassé ou limité, voyez-le comme vous voulez. Si on peut intégrer directement YouTube, ça permettra d'avoir déjà une bibliothèque existante et en plus un lecteur plus poussé. On parlera ensuite très très rapidement des semi-conducteurs. Bon, on en parle beaucoup en ce moment, on va pas parler de la pénurie, on va plutôt parler argent. On sait que c'est dominé par seulement 2 États, la vente de semi-conducteurs dernière génération mondiale, des petits États, des États asiatiques, et tout le monde commence à se dire que ça peut poser des problèmes d'être totalement dépendant d'un autre pays pour s'approvisionner. Donc voilà, on s'est intéressé sur combien ça coûterait pour récupérer le retard, et ça fait beaucoup. On va aller ensuite un peu plus sur le matériel avec la présentation de nouveaux ventilateurs chez Corsair. Ça va aller très très vite, ils n'ont pas grand chose de très nouveau. C'est plus une mise à niveau qu'une nouveauté. On parlera ensuite d'Intel qui nous tease ses premiers processeurs en 10 nanomètres. Ce ne sera pas des processeurs de bureau mais bien des processeurs portables. Pourquoi pas, hein. Honnêtement, on sait que avoir une finesse de gravure
plus fine, oui ça se répète. Ça aide notamment sur la consommation, donc clairement les plateformes portables sont les premières intéressées par ce genre de gain. Donc c'est pas vraiment étonnant. On parlera ensuite assez succinctement de la carte graphique, ou en tout cas des nouvelles gammes de cartes graphiques qu'Intel est censé déployer, des cartes qui sont censées aller sur le secteur gaming et venir concurrencer, pourquoi pas, l'entrée et le moyen de gamme de chez AMD et Nvidia. Pour le haut de gamme, j'ai encore des doutes. Pour l'entrée de gamme, il y a toujours moyen. Le moyen de gamme, il y a aussi toujours moyen. Encore une fois, c'est compliqué, hein, c'est pas leur cœur de métier, mais ils peuvent faire quelque chose et ils ont toujours un très gros atout à jouer à l'heure actuelle. C'est de pouvoir avoir du stock. À l'heure actuelle, en termes de carte graphique, c'est quand même un des atouts maximal que vous puissiez avoir, parce que clairement des cartes se vendent à des prix indécents, mais à partir du moment où elles sont disponibles, elles se vendent. Donc, pour l'instant, on n'est pas sûr, mais si Intel est capable d'avoir du stock, ils peuvent frapper fort. Et on finira avec quelque chose de très triste, les tarifs des 6700 XT qui sont sortis cette semaine, hier d'ailleurs, hier en France et dans le monde. Ça fait mal. Juste ça, vous verrez la fin, on finira par ça et après on arrêtera les news et on ira jouer à des jeux vidéo pour se détendre. Allez, on y va, on commence tout de suite avec la première news. Sony qui nous présente ses nouveaux contrôleurs pour la VR sur sa PS5. Voilà, visuel pas vraiment définitif mais officiel de Sony, tout du moins. Un peu étrange, un petit côté, un petit look futuriste, hein, on va pas se mentir. On peut se poser la question de l'intérêt de tous ces arceaux autour des mains. Je ne pense pas que ça soit fait pour vous protéger les mains. Je ne pense pas, mais peut-être, hein, peut-être que des gens se sont déjà cognés. Peut-être. En vrai, voilà, voilà à quoi ressemble un seul des contrôleurs. On reprend la technologie qu'a mise au point Sony pendant les dernières années et notamment ce qu'il y a de présent sur la manette de la PS5, donc les gâchettes adaptatives, les retours haptiques, tout ça. Sinon pour le reste, on ne sait pas trop si on va avoir des capteurs un peu de partout dessus, on ne sait pas trop vraiment l'intérêt. À part que ça ressemble à une manette divisée en deux avec des petits trucs pour protéger vos mains. Ça fait un peu ça. Hein. Ça fait un peu ça. J'imagine qu'il y a de la technologie annexe sur ces contrôleurs, sinon j'en vois vraiment pas l'intérêt. Ça ferait beaucoup plus coup de com' que vrai matériel. Si on ajoute des capteurs, on peut avoir un vrai intérêt de détecter précisément la disposition de vos mains pour les retranscrire encore une fois précisément dans votre univers virtuel. Et là, oui, c'est le début. On attend encore beaucoup de ce que va faire Sony sur sa PS5 avec la VR. On sait que beaucoup de gens pensent toujours que la VR est quelque chose qui peut arriver pour tout le monde. Là où à l'heure actuelle ce n'est clairement pas le cas, c'est encore ultra cher et il faut du matériel quasiment dédié. Hein. Bah déjà il faut un casque VR forcément, mais il faut aussi pour les plus bas de gamme d'entre eux le matériel pour faire tourner le jeu. Donc c'est clairement pas quelque chose d'accessible, c'est dommage, c'est prometteur, il y a encore beaucoup de limites. Peut-être qu'un jour, ce sera vraiment démocratisé, mais ça fait déjà quelques années qu'on dit qu'un jour, ça peut être démocratisé. Salut Crofish. Du coup, intéressant, look futuriste. Actuellement, trop peu d'informations pour savoir l'intérêt de ce look. Mais ils y travaillent. Moi, je trouve ça quand même un peu étrange de mettre tant de temps à sortir les accessoires VR,
parce qu'au final, ce ne sont que des accessoires. Ça reste la console qui fait tout tourner. Aussi longtemps, parce que bah, là, c'est encore loin d'être sorti, aussi longtemps après la sortie d'une console. Alors j'imagine qu'ils veulent peaufiner tout ça. En plus, on est dans un temps un peu spécial qui a imposé plein de changements dans le monde professionnel. Je comprends bien. Mais pour une technologie qui a été beaucoup poussée, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas sortir du matériel directement compatible en même temps que la console, quitte à faire une V2 derrière. Je trouve ça un peu spécial. Après, d'un autre côté, on n'a pas vraiment de jeux VR vraiment créés pour ces consoles next-gen à l'heure actuelle. Donc c'est aussi peut-être ça qui ne les pousse pas à aller plus vite sur la sortie de ce matériel. Moi, je vous avoue que je suis pas méga convaincu par la VR. Mais j'attends, je suis pas méga convaincu, mais j'attends toujours, pourquoi pas, hein, l'expérience qui me fera changer d'avis. Actuellement, je trouve que c'est plus gadget, ou alors ça peut être très bien, mais dans des conditions qui sont inaccessibles pour le commun des mortels. Donc c'est un peu dommage. On va parler un peu écologie avec Netflix. On nous annonce aujourd'hui dans cette news, d'après l'outil d'Impact, un outil qui a été fait par des chercheurs d'une université que je ne sais plus laquelle, a permis de calculer environ l'impact écologique d'une heure de streaming sur Netflix. On nous dit que ça équivaut à 100 grammes de CO2 relâchés dans l'atmosphère. Alors, j'imagine que ça vous dit pas grand chose, 100 grammes. On nous donne directement un exemple. Ça équivaut à environ 400 mètres en voiture, avec une voiture thermique classique, pas une vieille, pas. Donc 400 mètres en voiture, c'est pas beaucoup. On peut vous donner d'autres exemples, ils en donnent ici. Ça représente 6 heures de fonctionnement d'un ventilateur de plafond qui consomme 75 watts. Ou 40 minutes de fonctionnement d'un climatiseur de fenêtre 2000 watts. Donc, encore une fois, ça représente pas grand chose. On ne sait pas trop. Effectivement, ça a pas l'air d'être énorme. On peut se dire ça. Et c'est vrai, c'est pas énorme. Parce que 400 mètres en voiture, c'est rien. J'espère que vous prenez pas votre voiture pour 400 mètres. C'est quand même pas très. J'ai pas la conversion en terrain de foot. Mais en vrai, ça mesure combien hein, un terrain de foot? Je l'ai su à un moment. Mais en vrai, voilà, si effectivement, si à la place de ces 1 heure de streaming Netflix, vous allez faire un tour dehors à pied, vous balader, effectivement, aller se balader à pied, c'est plus écologique, ou même en vélo. Si vous allez, par exemple, au cinéma, voir un film, et bah là, d'un coup, malheureusement, l'empreinte l'empreinte carbone augmente vraiment largement, parce que j'imagine que votre cinéma est à aller au mieux 10 minutes en voiture, au pire une demi-heure. Donc on est dans un tout autre impact, bien sûr, sauf si vous avez une voiture électrique, mais tout ça est très compliqué, et on s'aperçoit aussi, et c'est plus ça que je veux soulever, parce que cette info n'a pas vraiment d'intérêt en soi, mais ça montre aussi à quel point c'est compliqué de se rendre compte et de calculer l'impact écologique de ce genre de service. Parce que voilà, quand vous, par exemple, je sais pas, pour un four, et bah vous mettez un capteur de puissance et vous savez combien il a consommé sur tant de temps. C'est simple. Ici, on est sur un service de streaming qui, du coup, comprend plein de maillons pour apporter jusqu'à vous votre série ou votre film préféré. On parle de data center, de tout plein de nœuds pour propager le signal. Tout ça est très compliqué. Il y a aussi les content
delivery network et serveurs qui sont censés être plus proches de vous pour diminuer du coup l'impact environnemental, mais aussi la latence et les performances. C'est très compliqué, le maillage est très compliqué, et le principe c'est de, à la fin, toucher tout le monde. Donc vous imaginez à quel point les chemins empruntés par votre film ou série peuvent être nombreux et longs, suivant où vous vous trouvez et d'où vient le signal. Netflix a fait en sorte, pas vraiment dans un souci écologique, mais plus dans un souci de performance, d'insérer des petits... prenez ça comme des petits relais un peu partout pour que ça soit plus fluide, plus simple, mais pas vraiment plus écologique. Il va falloir y penser. L'écologie, c'est important. Notre Terre, on n'en a qu'une et dans tous les cas, on doit essayer de ne pas la détruire. Ce serait bien. Donc, et aussi, dans un souci d'image, on peut s'en plaindre de cette histoire. À l'heure actuelle, il faut, pour une entreprise qui rayonne mondialement comme peut le faire Netflix, il faut avoir une image de personnes responsables envers l'environnement. Alors on peut critiquer ou pas, honnêtement moi je vais pas critiquer ce genre de truc, je trouve ça bien. Je trouve que à la limite, même s'ils le font que pour l'image, au moins ils sont obligés de faire des trucs et ça peut être une solution. Pour l'instant, Netflix ne s'est bien sûr pas exprimé sur le sujet et ils délaient un peu en disant qu'ils attendent le compte-rendu final d'une entreprise qui est censée faire ça pour eux, pour savoir l'impact carbone, s'ils doivent retravailler sur des trucs. Croyez-moi, quand le rapport va tomber, ils vont annoncer des trucs et travailler sur des trucs comme le font absolument tous les géants du numérique. Et vraiment tous, hein. Il n'y en a pas un qui déroge à la règle. Ça devient une norme, c'est très bien. C'est important à prendre en compte. Parce que oui, on utilise de plus en plus Internet, des appareils et tout. C'est bien, c'est bien. Moi, je suis le premier à aimer ça et à utiliser au quotidien. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même penser aux répercussions de nos actions. Et effectivement, on adore tous Netflix. En vrai, peu de gens détestent Netflix. Il y a des gens qui n'adhèrent pas forcément, mais peu de gens détestent Netflix. Et si on veut continuer à profiter de ce genre de service en plus augmentant de plus en plus la qualité et donc l'énergie nécessaire aussi, c'est aussi ça, hein, pour traiter l'information, la stocker, l'envoyer, tout ça. Il faut qu'on y pense pour en faire un service responsable, qu'on n'aura pas à se dire dans le futur, voilà, on a fait ça, mais maintenant, on se dit qu'on regrette peut-être un peu et qu'il y avait peut-être des erreurs. Donc c'est bien. Clairement, pour l'instant, ça reste beaucoup de com. On va parler de cette petite news qui m'a fait bien marrer. Petit service comme un peu comme Netflix de SVOD à la sauce Sony. Sony qui est, en plus de faire des PS5 et ici des télés, et aussi un grand groupe audiovisuel qui fait du cinéma et tout. Ils ont décidé de sortir leur petite plateforme à eux maison, mais avec des promesses toujours plus hautes. Ici, on arrive et on rigole zéro, on dit nous on vous envoie un flux vidéo par internet, oui, mais l'équivalent en image sera comme un Blu-ray 4K, donc actuellement les supports physiques les plus haute qualité, hein. Clairement on fait pas mieux. Du coup là un petit peu sceptique, on se dit comment c'est possible. Effectivement on a les fichiers, tout ça, il faut quand même pouvoir traiter l'information et on parle de débit assez important. On note direct petit astérix dans le coin pour bénéficier à 100% et de manière optimale de cette qualité. Il vous faudra au moins 115 mégas de débit sur votre connexion. Alors là on se dit
115 mégas. Si vous avez la fibre, c'est OK. Si vous n'avez pas la fibre, on abandonne, déjà. Donc on coche, on coche, on raye quelques personnes, quoi, déjà. Ensuite, petit point noir, tout de même, parce que je rappelle, cette plateforme est disponible uniquement sur des télé Sony et uniquement certaines gammes. Vous avez ici les modèles, des modèles avec des noms qui font pas spécialement plaisir. La Z9J, la A90J, la A80J, la A83J, A84J, X95J, X90J, X92J, X93J et X94J. Des modèles ultra haut de gamme, clairement. Petit point noir, ces télés sont bien sûr équipées de ports Ethernet pour recevoir un Internet fluide, stable et performant. Ces ports sont limités à 100 mégas, donc déjà, petite erreur là-dessus, on aurait pu mettre des ports 1 gigabit. Tout de même, ça aurait été plus intéressant. Donc, premier point, si vous voulez bénéficier de la qualité optimale, il vous faudra déjà assez de connexion, en plus un réseau Wi-Fi ultra performant qui vous permet d'avoir au moins 115 mégas. Ça devient compliqué. Et en plus, dernier petit point, tout de même, cette plateforme comprend deux parties. Une partie vraiment SVOD comme Netflix et une partie VOD à la carte plus classique où vous payez votre film. À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas acheter la monnaie de la plateforme pour louer ces films, ce qui est un peu compliqué. Vous bénéficiez seulement de quelques... C'est des crédits qui sont offerts à l'achat de votre télé. On imagine que ça changera dans le futur et que c'est plus un test, une bêta, alpha, appelez ça comme vous voulez, qu'un vrai lancement de plateforme. Sur le papier, c'est génial, ça vous promet quand même d'avoir la qualité vraiment maximale sur du contenu en streaming. Les contraintes ont l'air quasi infinies. Du coup, c'est compliqué, sachant qu'en plus, c'est disponible uniquement sur du très haut de gamme, donc des télés qui valent très très cher à l'achat. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa et ça a l'air vachement limité. Peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans quand tout le monde aura au moins 500 mégas de débit et que on se posera plus la question. À l'heure actuelle, ça paraît délicat. On va aller très très vite sur cette petite news. Twitter qui a annoncé tester la possibilité de regarder des vidéos YouTube directement depuis leur application, donc sans changer d'application. Pour l'instant, uniquement sur les détenteurs de smartphones avec une pomme, uniquement sur iOS. C'est un test. Je pense que si ça entraîne pas trop de bugs, ça risque de plutôt bien marcher. En vrai, je doute pas trop là-dessus. Ça risque d'intéresser les gens. Si ça entraîne pas trop de bugs, il y a moyen que ça arrive. Encore une fois, le lecteur vidéo de Twitter est pas terrible, voire atroce. Non, atroce c'est méchant. Vraiment pas terrible. On va se contenter de pas terrible, mais on peut faire mieux. Honnêtement, on leur demande pas d'inventer un lecteur vidéo, c'est pas ce à quoi on s'attend de la part de Twitter. Ils peuvent bien gérer en incorporant les vidéos YouTube et ensuite en abandonnant leur propre lecteur en disant aux gens allez-y, mettez-les sur YouTube et hop. Il y a moyen de faire des trucs intéressants. C'est un test, ils ont raison de tester. Après, je trouve ça quand même étrange. Et ça, je vous avoue, je comprends pas trop. Pourquoi c'est testé uniquement sur iOS? Je ne sais pas. Peut-être que l'application Twitter a été nativement codée pour iOS. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas, mais je trouve... Voilà, petite question que je me suis posée comme ça. Je vous laisse y réfléchir. Si un jour vous avez la réponse.
je l'écouterai avec grand plaisir. On continue avec les semi-conducteurs. Une vraie bataille en ce moment se joue autour de ces semi-conducteurs. Tout le monde en veut, mais très peu de gens en produisent. Toujours le même problème. Et en plus, bon, temps spécial, du coup demande spéciale, hein, ça a vraiment accru à cause de la pandémie et du télétravail. Donc, des petits gens plutôt intelligents. Ici, un cabinet d'études IC Insight s'est décidé à calculer le montant total qu'il faudrait à des pays ou groupements de pays. Ici, on cible forcément les États-Unis, l'Europe, mais aussi la Chine, hein, qui eux se sont déjà lancés pratiquement à fond là-dedans, parce qu'ils en ont marre de dépendre des autres. Ils ont calculé qu'il faudrait 150 milliards de dollars pour rattraper ceux qui, à l'heure actuelle, fournissent le monde entier en puces dernière génération, donc TSMC, fondeur taïwanais, ou Samsung, fondeur coréen, du Sud, bien sûr. Eux qui, à l'heure actuelle, vraiment tiennent le monde entre leurs mains. Et si demain ils décident ils n'ont aucun intérêt à le faire parce que tout ça rapporte beaucoup d'argent, mais s'ils décident de arrêter de vendre à un tel ou un tel, peut clairement créer la faillite d'une entreprise hein, de matériel informatique à moyen, clairement. Donc, 150 milliards. Voilà. Ici, en plus, on parle, et c'est ça le plus impressionnant, on parle d'argent public. 150 milliards investis par les États, États-Unis, Europe, donc groupement de pays ou la Chine, sur, du coup, on parle de plans sur 5 ans, hein, donc ça représente tout de même bien de trop. Faites le calcul vous-même, mais additionner à ça les investissements privés des entreprises qui pourraient être intéressées dans chaque État. Les États-Unis, par exemple, Intel qui pourrait être intéressé par rattraper leur retard et Intel n'est à l'heure actuelle pas capable de faire des puces en 7. Ils travaillent sur le 10 nanomètres, le 7 et en dessous, on n'en parle pas encore. En Europe, on a ST Microelectronics qui aussi fait des puces, mais encore une fois, pas du tout aux finesses de gravure dernière génération proposées par TSMC ou Samsung. Donc, j'ose à peine imaginer le montant total d'investissement si on prend les 150 milliards publics plus l'investissement privé, combien il faudrait pour, non pas pour dépasser, mais pour espérer arriver au niveau de TSMC et Samsung. Donc juste espérer les rattraper sans aucune garantie. Là où TSMC et Samsung travaillent sur leur processus depuis longtemps et les peaufinent petit à petit, ils ont vraiment un savoir-faire qui est à l'heure actuelle nulle part ailleurs. Donc ils ont un avantage énorme là-dessus, hein, clairement. Et ils sont au courant, ne vous en faites pas. Ils savent où ils se trouvent et ils sont très très bien. Donc clairement, nous l'Europe, la France, j'en parle même pas, mais l'Europe, déjà, on est à des années-lumière de ça. Les États-Unis en sont loin aussi, ce qui est un peu malheureux. La Chine, quant à eux, on parle beaucoup de la Chine, ont annoncé officiellement travailler sur leur capacité de production en interne au sein de la Chine pour ne plus être dépendants. On sait qu'ils sont face à des problèmes pour justement arriver aux finesses de gravure que pratiquent actuellement TSMC et Samsung, même si TSMC est un peu en avance par rapport à Samsung en termes de finesse de gravure. C'est intéressant, mais clairement, nous, l'Europe, on est dépendant à fond et pour l'instant, on va clairement pas vers l'indépendance. Je pense que les États-Unis aimeraient bien, mais je sais pas s'ils sont prêts à payer la note. Et la Chine est déjà, en tout cas, essaye de
revenir dans la partie et de se remettre à niveau à coup de milliards et de groupements de sociétés, de plein de choses qui peuvent leur permettre peut-être de rattraper le train. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, mais par contre, celui qui y arrive, eh ben, il peut potentiellement gagner une grosse part du gâteau. Donc c'est aussi intéressant. Ça reste de l'investissement. On va passer maintenant sur du matériel, voilà, du vrai matériel. On commence par des ventilateurs très classiques, du RGB, du Corsair, top quali, format 120 ou 140 mm, donc format classique des PC de bureau actuels. On sera sur du bon ventilo à des prix Corsair. Ici, 16 €, enfin 15,90 pour le 120 et 17,90 pour le 140 en pack de 3 à des tarifs qui ne sont pas plus intéressants. Si, qui sont plus intéressants. Non. Attendez, non. Pourquoi ils sont plus chers? Sûrement une erreur ici. Hein. Sûrement une erreur ici. Clairement. Oula. Sûrement une erreur dans ce prix. Parce que pas de logique. Du coup, voilà. Ils sont bien sûr RGB. Ils sont nouveau design. Apparemment optimisés pour un meilleur refroidissement. Toujours plus. Seul truc qu'on peut leur reprocher, c'est les problèmes de Corsair avec le RGB, c'est-à-dire le logiciel propriétaire pour faire marcher ce RGB. Il vous faudra le logiciel Corsair si vous voulez avoir quelque chose de modifié que le truc d'origine et ou de synchroniser. Et peut-être leur prix, même si au final pour du RGB c'est pas si cher que ça. J'aurais bien aimé avoir le prix du pack de 3 de 120 qui est forcément moins cher que... Ah non, remarque. Ah. Du coup c'est parce qu'il doit y avoir une petite multiprise inclus dans le pack, j'imagine, qui fait que c'est plus cher. J'imagine. En tout cas, rien de bien novateur en vrai. En même temps, ça reste des ventilos. Et on continue à travailler un peu sur le design pour optimiser les flux d'air. C'est à peu près les seules choses avec le bruit sur lesquelles on peut vraiment travailler à l'heure actuelle sur les ventilateurs. Et vous savez, moi, j'aime les ventilateurs silencieux. On continue avec du processeur chez Intel et enfin des annonces avec les premiers processeurs 10 nanomètres. Et oui, encore jusqu'à maintenant et même sur la 11e génération de processeurs de bureau annoncée mi-mars, qui sortira fin mars. On est sur du 14 nanomètres, alors toujours, ils nous disent toujours plus, super fin, ce que vous voulez, machin. Ça reste du 14 nanomètres. Ici, premier en 10 nanomètres, quel est l'intérêt d'avoir une finesse de gravure toujours plus petite? La consommation, la possibilité de mettre toujours plus sur le même espace et du coup aussi potentiellement des performances toujours plus élevées. Voilà le principal intérêt. C'est déjà beaucoup et ça donne déjà envie de forcément d'y aller. Ici, on nous parle d'un i9. Alors, 11e génération, oui. 980 HK. Il sera donc pour du matériel mobile, annoncé avec 8 cœurs, vitesse maximale de 5 GHz. On ne sait pas, même si on se doute, on ne sait pas si c'est sur tous les cœurs ou un seul. J'imagine que sur du portable, ce sera sur un seul cœur, 5 GHz. Prise en charge du PCI Express, donc potentiellement des SSD toujours plus rapides, potentiellement. Consommation 45 watts, ce qui n'est pas forcément beaucoup, hein, clairement, en admettant que ça va à 5 GHz, même sur un seul cœur. 45 watts, c'est très correct. Encore une fois, ce sont des informations
de la part d'Intel, ils vont forcément se mettre en valeur. Ils sont là pour ça, hein. Quand une marque communique, c'est pour bien se faire voir, hein, normal. Donc il fait très envie comme ça. On nous annonce une suite de la gamme en 10 nanomètres, toujours pour du portable avec un i9 plus classique. Ici, on nous a montré le i9++, et un i7 et un i5, et on imagine un petit i3 et tout ce qui va avec. Toute la gamme Intel classique, accompagnée en partie graphique leur dernière puce maison, les puces qu'on a vues, qu'on a eu des infos, mais on sait toujours pas trop ce que ça vaut. Pour l'instant, on se pose des questions. On verra, on attend que ça sorte, on attend les premiers PC portables qui auront ces processeurs en test, quelque part, voir du benchmark, voir si ça fait tourner du jeu, voir si ça chauffe, si ça consomme vraiment seulement 45 watts, si derrière les batteries se vident en 5 minutes top chrono dès que vous poussez un peu le processeur. On veut savoir ça, parce que c'est aussi ça qui est intéressant sur du portable. Pas que les performances, mais aussi la consommation, la température. Mais ça promet, il faut, et ça fait quelques temps qu'on le dit, il faut que Intel arrive à passer à 10 nanomètres et voir en dessous. On rappelle que AMD est déjà en 7 nanomètres et prévoit dans pas si longtemps que ça de passer en 5. Même s'ils ont des problèmes de production, ils ont des plans ambitieux pour l'avenir, là où Intel continue à rester seulement dans ce qu'ils maîtrisent. Mais au bout d'un moment, ils vont être dépassés par la technologie qui est liée justement à la finesse de gravure. Donc, il faut passer le pas et il faut travailler dessus et sortir des produits pour rester compétitif. Parce qu'au bout d'un moment, ça va se voir. On continue d'ailleurs avec les cartes graphiques et Intel qui continue de parler de ses cartes graphiques X. Alors là, ici, c'est la XE HPG. Les HPG qui sont censées être les versions plus pour du gaming de bureau. On parle pas de cartes graphiques mobiles. En vrai, voilà l'info. Le 26 mars, il y aura une annonce. On nous annonce un lancement, des lancements même. On ne sait pas de quoi exactement, on ne sait pas de quel modèle, on sait vraiment pas grand chose. On sait juste qu'il faudra être présent le 26 mars pour savoir ce qu'Intel préparait depuis tout ce temps en termes de cartes graphiques. Ils ont vraiment un gros atout à jouer. À l'heure actuelle, il n'y a aucune carte graphique disponible pour du gaming qui reste en stock plus de 5 minutes. Et même pour les cartes graphiques qui se vendent à plusieurs milliers d'euros. Et oui. Donc, même si elles sont pas si bien que ça, s'ils arrivent à produire en masse, avoir du stock en masse, et être capable de dire à n'importe quel gamer, oui, on fait pas les meilleures cartes graphiques, mais au moins les nôtres, vous pouvez les acheter, et bah ils auront juste gagné. Clairement, à l'heure actuelle, il suffit de ça pour gagner. Parce que AMD est juste sous l'eau en termes de production. Ils sont incapables de fournir à tout le monde ce qu'ils sont censés fournir, que ce soit du matériel pour les nouvelles consoles, des processeurs dernière génération ou des cartes graphiques dernière génération. Pour les processeurs, ça va un peu mieux. Pour les consoles, il y a souvent des mises en stock qui durent très peu de temps. Pour les cartes graphiques, c'est le pire. Je sais pas comment ils s'en sortent en termes de matériel mobile. Ils vendent aussi, bien sûr, des processeurs mobiles, principalement. Je ne pense pas qu'ils fassent beaucoup de cartes graphiques mobiles, mais ils doivent sûrement avoir une ou deux références. Hein. Honnêtement, j'en attends pas grand-chose, personnellement, mais je pense qu'ils peuvent faire un gros coup s'ils sont capables de produire et de fournir
à des consommateurs des cartes graphiques pour du gaming. Le vrai premier gros test sera la sortie de cette 11e génération de processeurs chez Intel. On va voir à ce moment-là si déjà il y a du stock le jour de sortie, si le stock tient, ce qui n'a été le cas de quasiment aucun produit informatique ces derniers temps. Si c'est le cas, je pense qu'ils peuvent faire du lourd. On va finir avec quelque chose qui est plutôt triste, des prix sur les 6700 XT tarif en France chez nous, donc en euros. La carte de référence a été annoncée à un prix chez nous en euros de 479 euros, prix qui a été annoncé par AMD bien sûr, concernant les cartes avec design de référence, donc les MBA Made by AMD. En vrai, 479 euros, vous oubliez. Vous oubliez direct, aucune carte n'a été vendue à 479 euros. Les designs de référence ont été vendus à partir de 640 euros. Voilà. Il n'y a pas de stock, hein. Ça, c'est les prix des produits non disponibles, bien sûr. Donc, design de référence 640 euros, voire un peu plus. Et des cartes qui se rapprochent dangereusement des 1000 euros pour les plus chères d'entre elles, avec parfois des placements en prix juste incohérents entre des gammes. On prend pour exemple les deux plus chers, les Asus, avec la gamme TUF qui est censée être plus accessible à 950 euros, et la gamme ROG qui est censée être la gamme haut de gamme plus, qui est seulement à 990 euros. Alors, non pas que 990 euros c'est cher, mais juste la différence entre les deux références de cartes de la même marque, juste non, sur des gammes différentes, est ultra proche. Les deux cartes sont ultra chères. Et vous voyez, en gros, la plupart des cartes sont plutôt aux alentours de 750 en moyenne, ce qui fait plutôt très très mal au moral quand on voit qu'en plus, quand on va sur un site de vente en ligne de cartes graphiques, il n'y a aucun modèle disponible pour du gaming. En plus de noter que toutes les cartes sont affreusement chères, même les anciennes générations et même les modèles qui semblent un peu dépassés. C'est très très dur en ce moment, les cartes graphiques. Et voilà, je finis là-dessus. C'est très très dur, mais c'est pas grave. On va essayer d'oublier ça. Voilà notre dernier point actu hardware de la semaine qui s'achève. J'ai eu énormément de chance, je n'ai pas eu de problème d'internet. Quel bonheur quand l'internet ne vient pas poser problème et casser mes plans. J'espère que vous avez apprécié. On avait un petit programme mais des news intéressantes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et aussi, je le fais plus rarement, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Vous pouvez venir aussi sur le Discord et la chaîne YouTube pour les replays. Voilà, on se retrouvera lundi pour la suite de l'actualité hardware. Passez un bon week-end et merci d'avoir regardé.